Autre question? Oui, bonsoir. Je m'appelle Angelina Tezanou. Je suis non-voyante, je vous le dis tout de suite, puisqu'on m'a aidé pour lever la main, pour savoir s'il fallait que je me lève ou pas. Je suis membre de la NOGAF. Alors, je suis très heureuse, Malika, bonsoir et bonsoir à tous. Malika, je suis très très heureuse par les propos que vous tenez, parce que, bon, je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée dans tout ce que vous avez dit. La première réflexion que je voulais vous faire, peut-être une invitation. Moi, je souhaiterais lire votre livre. Donc, débrouillez-vous pour le faire transcrire en braille. Ensuite, je concours l'épine. Oui, bien sûr, les scanners et tout ça. Mais moi, j'aime lire. J'aime lire, j'aime découvrir l'orthographe. Je n'aime pas recevoir l'information de façon audio. Voilà, donc après, c'est aussi personnel. Effectivement, c'est en lisant des contes, en lisant l'histoire, en lisant la littérature française et aussi en écoutant la musique, que j'ai appris à aimer la France et que j'ai voulu devenir française. Alors, dans ce que vous avez dit, je pourrais rebondir sur beaucoup de choses, notamment les problèmes liés à la discrimination positive. Je sais ce dont vous parlez dans la mesure où les gouvernements, et actuellement le gouvernement français, a fait des lois sur la discrimination positive pour une meilleure embauche, par exemple, des personnes handicapées. Le résultat est complètement... Enfin bon, c'est une catastrophe, parce que ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en menaçant que les choses se font, parce que de toute manière, c'est la compétence qui compte. Donc ce n'est pas le fait d'être handicapé ou d'être noir ou d'être asiatique qui va faire qu'il va falloir que le quota, qu'on fasse des quotas, qu'il faut tel ou tel quota. C'est clair qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est la compétence. Bien. Essayez, madame, essayez d'arriver à la question. Je vais arriver à la question. Il y a plein d'autres. Voilà, bien sûr. Vous avez dit une chose, c'est que l'école, bien sûr, le problème de l'école, comme vous l'avez dit, c'est que l'enfant arrive à l'école, on lui dit quelque chose, et quand il rentre à la maison, on lui dit autre chose. Alors, je me demande comment on peut pouvoir régler ce problème. Puisque ce qui est très important, bien sûr, c'est l'école maternelle où il faut faire beaucoup d'efforts, mais ensuite l'enfant il rentre chez lui. Alors, quand il rentre chez lui, et dans sa tête, ça va se brouiller. Alors, qu'est-ce qui va être prépondérant dans sa tête et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution que vous pouvez donner? Oui. Voilà, je vais en terminer. Oui. Quelle est la solution que vous pouvez donner pour que, finalement, si en famille, un exemple concret, on va lui dire il faut porter la burqa. Comment va-t-il bien comprendre que c'est s'auto-discriminer? Vous voulez que je réponde? Non, je pose la question et je laisse le micro à d'autres. Monsieur? Oui, André. Oui, bonjour, André Gchebin. Oui, autant j'ai apprécié, et je suis d'accord, je crois, avec la plupart des choses que vous dites, autant j'ai été un peu perplexe devant les propos que tenait Madame. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il faille rentrer tellement dans le passé de l'immigré, etc. Je vais donner un exemple à rebours. Avant la guerre, il n'y avait aucune politique d'immigration en France. Mais il y avait quelque chose qui était peut-être justement ce qui nous manque, c'est qu'on enseignait les valeurs, ce que vous avez dit, mais on enseignait clairement les valeurs. Ma famille est venue de Russie après la Révolution. Pourquoi elle est venue? Personne ne s'est demandé quels étaient nos besoins, etc. Mais ma famille est venue parce qu'elle appréciait les valeurs françaises de la société ouverte, qu'il n'y avait plus en Russie, qu'il n'y a jamais eu du reste, en Russie. Et elle est venue attirée par ça, comme les mouches vont vers la lumière, ben on est allé exactement vers les lumières. Et je crois que c'était ça qui était important. Peu importe finalement. Après, on peut se demander évidemment ce que vous disiez, quelles sont les difficultés spécifiques que tel ou tel enfant va affronter. Mais je dirais que c'est presque secondaire par rapport au fait de lui dire voilà pourquoi vous êtes venu. Ce que vous disiez, c'est qu'au départ, l'enfant ou la personne immigrée, en fait, sait pourquoi elle quitte l'Algérie ou tout autre pays. Et on arrive
votre homard arrive en France, et au lieu de lui dire « Soyez le bienvenu avec nos lumières et on va vous entraîner dans ce chemin-là », on se met à lui dire « Ah ben, sa religion n'est peut-être pas la même, les mœurs qu'il a sont pas les mêmes, etc. » Ben si, il faut lui dire au contraire qu'il faut qu'il prenne progressivement nos mœurs et qu'il rentre dans cette société de plein pied. Et il va réussir comme n'importe qui. Alors, la question. C'est pas bon. C'est un soutien. Merci, monsieur. S'il y a d'autres questions courtes, cette fois, on peut en prendre, mais il faut qu'elles soient courtes. Bonjour, je vous remercie de me donner la parole. Moi, j'ai toujours considéré que justement l'intégration, c'était une démarche personnelle. Je suis moi-même issu d'une famille où mes 4 grands-parents sont de nationalités, de pays de naissance et de nationalités différentes. Donc j'ai 4 grands-parents de nationalités différentes. Voilà. Je suis né et j'ai grandi au Sénégal, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, et je suis arrivé il y a 10 ans, on va dire, en France, où j'ai commencé au collège, et j'ai fait mes études et mon secondaire au collège aussi, en France. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui va durer 2 minutes, mais j'étais étudiant à Hong Kong, où il y avait 300 étudiants en échange, et il y avait une trentaine de Français. Voilà, j'avais un badge où il y avait le drapeau français du nom de mon école et mon école. Et si vous voulez, tous les étudiants en échange me considéraient comme français. Et les étudiants français, la trentaine d'étudiants en français, me demandaient à chaque fois de revenir vers mes origines. Parce que j'ai un nom à consonance arabe, je m'appelle Reda, et donc on me disait toujours, oui, mais tu es français, mais d'où tu viens? Comment ça se fait? Ah ben, si je dois à chaque fois répéter tout mon parcours en disant que bon, je suis né au Sénégal, je suis d'un père libanais, d'une mère croate, donc on n'est pas sorti. Si je dois à chaque fois répéter, et on ne m'a jamais considéré, je veux dire, les Français qui étaient là-bas ne m'ont pas considéré vraiment comme Français à part entière, alors que les autres, les étrangers, que ce soit les Américains, les Vénézuéliens qui étaient présents, ils m'ont considéré, vu mon badge, vu que je suis né, ils m'ont considéré français. Voilà. Et moi, je pense que vraiment, l'intégration, c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, on ne peut pas multiplier les plans Marshall à l'intégration, les plans Marshall banlieue, je ne sais quel plan. Aujourd'hui, l'intégration doit être une démarche personnelle. On doit pouvoir s'intégrer par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre l'État. Moi, je n'ai jamais souffert de discrimination, et je le dis avec force. Là, j'étais en recherche d'emploi. Donc, c'est vrai que j'ai un bac plus 5. Oui. Mais la recherche d'emploi, je voulais monsieur, dire... s'il vous plaît. Si vous avez une question à poser, vous la posez, parce que sinon on ne va pas pouvoir. La question, voilà, juste 10 minutes. Hein. Juste la question, c'était, est-ce que vous ne pensez pas, Madame Sorel, que justement l'intégration est une démarche personnelle? Voilà. Alors je crois qu'il vaut mieux que vous répondiez maintenant, Malika. Oui, sur... Est-ce que c'est une question, monsieur? Oui, oui, monsieur. Bonjour. Présent, c'est plutôt les opinions. Moi, je vais aller directement au but. Bonjour, Madame Sorel. On s'est déjà rencontrés pour votre ouvrage. Je m'appelle Yassine Ben Salem. Moi, je ne ferai pas tout mon parcours et j'irai directement aux questions. Donc, 2 questions. La première, Madame Sorel, est-ce que vous faites une différence entre assimilation et intégration? Beaucoup d'autres personnes parlent d'assimilation. Moi, j'ai l'impression que votre terme d'intégration rejoint un petit peu l'assimilation. On pourrait peut-être parler même d'acclimatation pour ceux qui sont venus des contrées proches culturellement de la France. Et la deuxième question, notamment en lien avec la discrimination positive, c'est est-ce que la discrimination positive n'est pas référence à ce que les marxistes appelaient l'égalité réelle et l'égalité formelle? Est-ce qu'à vouloir à tout prix une égalité utopique réelle, est-ce qu'on n'en vient pas justement faire l'inverse de ce qu'on aurait voulu faire? Merci. Allez-y. D'accord. Si je ne me souviens pas de toutes les questions, vous me les rappelez, mais je n'ai lu aucune question. Sur mon livre, oui, je suis désolée, vous me posez un cas de conscience, je ne sais pas comment faire. Il faudrait que je vous le lise par téléphone.
Donc je suis vraiment confuse, mais je suis d'accord avec vous, il faut lire. C'est extrêmement important. Azouz Begag, le ministre d'égalité des chances de Dominique de Villepin, je ne partage pas toutes les idées qu'il a, mais il disait quelque chose de très important et je pense que ça aurait dû nous alerter tout le monde. Il disait toujours construisez des bibliothèques. Quand on lui parlait de rénovation urbaine, il disait mais non, mais ça ne sert à rien de refaire les bâtiments. Pourquoi vous allez détruire des bâtiments? Et d'ailleurs c'est complètement absurde. Des gens arrivent de là-bas, ils sont même pas logés, ils arrivent ici, il y a des immeubles et puis il faut les détruire parce qu'apparemment ils sont pas assez beaux. Ça n'a aucun sens. Je vous le dis et redis, l'insertion, l'acclimatation se fera par l'incorporation des normes et des principes qui régissent la société française. Ça passera par la langue, par la transmission culturelle et certainement pas par la rénovation urbaine. Je veux bien que les gens habitent dans des choses un peu plus jolies. D'ailleurs, souvent, ils disent eux-mêmes, parce qu'on rencontre des préfets, etc., sur l'intégration, ils disent, bon, on a rénové en attendant la prochaine rénovation, parce qu'apparemment, ils dégradent les choses. Et donc, il y aurait plus un travail à faire pour associer les populations de l'immigration à restaurer leur habitat, à planter des plantes, etc. Je pense qu'il faut sortir de ce schéma où on infantilise les gens. Ça, c'est terrifiant et c'est vraiment quelque chose qui est différent. Monsieur a dit, mes parents sont arrivés de Russie, il n'y avait rien, effectivement, il n'y avait rien du tout. Et ils se sont battus, ils ont même souffert. C'est incroyable, ils ont souffert pour réussir en France. Et là, nous sommes dans une politique de déresponsabilisation totale. On en vient à hurler parce qu'on émet des règlements disant que les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas être dehors après 23 heures. Et puis vous avez encore des responsables politiques qui vous disent c'est une atteinte aux libertés, etc. Mais moi, j'estime que c'est complètement hallucinant. Et je voudrais simplement dire que la société française fabrique des sauvages qui ne sont pas sauvages là-bas. J'ai vécu en Algérie. Les gens étaient respectueux, étaient civiques. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc le problème est dans le comportement de la société, avec le fait de tout mettre sur la culpabilité française et l'histoire de France. Pour construire ce fameux socle de la reconnaissance, peut-être devrions-nous aussi enseigner à ces enfants leur passé historique, c'est-à-dire ils regardent souvent vers leur pays d'origine, et d'ailleurs qui est transmis avec beaucoup de magnificence dans leur famille, et ça crée une distorsion. Le pays d'accueil a tous les torts, il ne donne pas assez. Et puis le pays d'origine, mais ne vous y trompez pas, il ne donne pas assez parce qu'on dit ça, parce que si on disait il donne beaucoup, il donnerait moins. Donc voilà, donc il faut savoir décrypter aussi au niveau culturel ce que ça signifie. Que faire pour les enfants? J'en parle dans mon livre. Je plaide pour le fait qu'il y ait une réelle réflexion sur les budgets sociaux qui sont alloués. Et il faudrait absolument qu'une partie de ces budgets aille directement au projet éducatif des enfants. Parce qu'on sait parfaitement que dans ces familles, dans la mesure où elles vivent avec un référentiel et des normes, parce qu'elles ont les paraboles tournées de l'autre côté, en permanence, donc de toute façon, elles vivent en connexion permanente. Et ça, c'est un problème par rapport à l'intégration. Les précédents venaient avec le regard tourné vers l'avenir, et l'avenir était inscrit ici. Les moyens de télécommunication et puis le prix des billets d'avion fait que les personnes qui arrivent ne coupent jamais le cordon ombilical, et ça, j'en parle beaucoup dans mon livre, ça crée un problème. Les flux migratoires, je le dis aussi dans mon livre, l'immigration nuit à l'intégration. Vous ne pouvez pas réussir à intégrer un flux important alors que vous n'avez pas réussi à intégrer celui qui est ici pour une raison très simple. Parce que vous avez une présence, c'est le problème auquel nous sommes confrontés désormais, une présence très forte de population qui va exercer une pression sur ceux qui sont censés lui appartenir, parce que ce sont des cultures de groupe extrêmement fortes et qui vont dissuader, même pas l'intégration, mais ne serait-ce que l'insertion. Et les problèmes que nous rencontrons dans les quartiers sensibles à l'école proviennent de la chose suivante. Beaucoup des enfants sont dissuadés d'étudier par leurs camarades de classe qui leur disent « Ah, tu étudies, tu vas devenir français » et c'est complètement dégradant dans leur esprit. Donc c'est une difficulté. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte d'atteindre l'enfant directement. Et ça commence au plus tôt. C'est une course contre la montre qui est engagée. Qu'on le veuille ou pas, il faut en prendre conscience. Donc ces enfants, c'est une évidence qu'il faut qu'ils soient à l'école dès l'âge de 2 ans, au plus tôt. Qu'on leur fasse travailler sur les comptes, qu'on leur apprenne à maîtriser la langue française pour l'entrée en classe de CP, qu'on fasse ce qui est écrit dans le dernier rapport de l'Institut Montaigne. Il faut que ces enfants sachent même lire en rentrant au CP. C'est une course contre la montre, et tout ce que nous aurons semé dans leur petit cœur, parce qu'il n'y a pas que la dimension esprit,
par rapport à la culture européenne, par rapport à la France, c'est-à-dire leur pays, le pays d'accueil, et qui deviendra leur pays s'ils choisissent de devenir français, il faut absolument faire en sorte que nous atteignions ces enfants. Alors je ne dis pas que c'est quelque chose qui va réussir à coup sûr, mais c'est une évidence que si nous ne tendons pas la main au plus tôt, il n'y a strictement aucune chance qu'ils y arrivent. Boris Cyrulnik parle beaucoup de ça dans les phénomènes de résilience. C'est parce que au cours de notre vie, on aura rencontré un certain nombre de mains qu'un jour on s'en rappellera et comme par hasard on sortira du chemin qui était tout tracé et que l'on réussira vers d'autres voies. Donc l'instruction, c'est extrêmement important. Les sorties culturelles, souvent dans les quartiers, on fait beaucoup de sport. Mais non, mais ce n'est pas le sport qu'il faut leur faire faire. Déjà, il y a beaucoup d'agressivité. Fadela Amara en parle dans le livre qu'elle avait publié. Elle dit beaucoup de choses. C'est un excellent observateur, Fadela Amara. Après, les conclusions qu'elle en tire, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais c'est un excellent observateur. Et elle parlait dans le livre qu'elle avait publié, lorsqu'elle avait fait sa longue marche, sur le manque d'affection dans ces quartiers. Et elle était bouleversée quand elle a fait sa marche de voir dans la société française combien il y avait de l'empathie, de l'amour. Et elle dit, dans nos familles, dans les quartiers, dit-elle, il n'y a pas autant de signes d'affection, d'amour. Et tout ça, ça va passer par les sorties culturelles, la musique. Est-ce qu'on s'attache à faire de la musique à ses enfants? Je ne parle pas de bruit, je parle de musique. D'élever leurs âmes avec de la grande musique. Ce sont autant de portes qu'on ouvre vers l'infini pour eux, pour faire en sorte qu'un jour, ils aillent vers l'innovation. Et je vais reprendre à mon compte, et j'en parle aussi dans mon livre, ce que M. Gébin dit, c'est que l'innovation découle des valeurs et non pas l'inverse. Donc si on ne prend pas en compte le fait que notre discussion sur l'identité nationale, sur nos valeurs, c'est aussi pour nous poser de la question sur quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons une société libre, une société qui est capable de porter les enfants un jour vers l'innovation? Nous n'y arriverons pas si nous ne tenons pas compte du fait que certaines cultures, je ne porte pas de jugement de valeur, certaines cultures, par les dogmes, par le nombre incalculable d'interdits, aboutissent au fait qu'en définitive, on rogne les ailes de ces enfants. Et on en fait des êtres qui ne pourront pas créer. Il n'y a pas de mystère dans le développement de certaines sociétés. L'innovation découle des valeurs et pas l'inverse. Et la question sur l'assimilation et l'intégration qu'on pose souvent, je suis très proche de l'assimilation. Simplement, je n'ai pas repris à mon compte cette notion pour une raison très simple. C'est que je pense que dans les concepts, on doit tenir compte également du fait que le contenu peut évoluer ou le contenu ne renvoie pas la même chose. À une époque, on pensait, et c'est ce qui est dans l'opinion publique française, que l'assimilation à la française, et donc le modèle français d'intégration, c'était commander aux personnes de devenir amnésiques, d'oublier tout leur passé. Ça n'a jamais été le cas. Il y a des travaux qui ont été publiés et qui ont montré que dans l'assimilation, on n'a jamais demandé aux personnes de tout oublier de leur culture. Simplement, c'est vrai, comme avait dit Chunyang, que Monsieur le ministre a également écouté lors de la journée que l'Institut Montaigne avait fait sur l'identité française. C'est le représentant démocrate américain, le représentant des jeunes démocrates. Il a dit à un moment donné des choses qui sont très fortes. Il a dit, quand j'ai fait un tour dans les banlieues, parce qu'il voulait comprendre un peu mieux ce qui se passait dans la question des banlieues en France, il a dit, j'ai été choqué par la haine que ces jeunes expriment vis-à-vis de la France et des Français. Première chose. Donc tout ce qu'on raconte à ces jeunes depuis qu'ils sont nés, c'est pas étonnant qu'ils en viennent à haïr la France, notre société. Et deuxième chose, il a dit, moi je suis d'origine sénégalaise, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est une évidence que j'ai quand même dû laisser une partie de ma culture, sinon je ne me serais pas intégrée. Donc pour moi l'intégration, c'est le fait de porter les valeurs françaises et de les transmettre ensuite à ses descendants. Ce n'est pas du tout d'oublier, de devenir amnésique, mais c'est une évidence qu'il y a une négociation. Et quand il y a continuité dans les valeurs, il n'y a aucune difficulté. Mais quand il y a une discontinuité, c'est une évidence que pour quelqu'un qui souhaite s'intégrer, l'arbitrage se fera en faveur des valeurs, du contenu des valeurs républicaines françaises. On va s'arrêter là, je suppose. En tout cas, un mot, mais je voudrais une réaction de votre part. Une anecdote, enfin une remarque anecdote et une question quand même. Remarque anecdote. Moi j'ai bien compris, et d'ailleurs il y a eu plusieurs interventions dans la salle, aujourd'hui il ne faut plus demander aux personnes de quelle origine elles sont. C'est politiquement incorrect, et moi le ministre de l'immigration et de l'intégration que je suis l'a appris, donc du coup je ne le demande que plus. Et je peux vous dire que pour moi c'est une immense frustration.
rien ne m'intéresse plus quand je rencontre quelqu'un que de savoir qui il est, d'où il vient, d'où sont ses parents, ce que font ses parents, etc. Et très franchement, pour moi, ça n'est pas de l'inquisition. On est tous nourris de ces histoires personnelles. J'ai entendu, vous avez dit, la personne vous lui répondez, je suis française. Oui, mais Malika, on a envie d'en savoir plus. Et il y a des visages dans la salle. Si je passais 10 minutes ou un quart d'heure avec eux, avec elles, ces personnes, je me mordrais probablement les lèvres parce que j'ai très envie de connaître leurs histoires personnelles. Et ça s'applique, pour reprendre votre expression, aux Français de souche européenne. J'ai aussi envie de savoir qui sont leurs parents, d'où ils viennent, où ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Quand je m'intéresse à quelqu'un, j'ai envie de connaître son histoire. Alors, je crois, je l'ai compris, que ça n'était plus l'ère du temps, mais je veux vous dire simplement que je m'ampute et que lorsque je ne serai plus ministre en charge de ces questions, je reprendrai mes anciens travers et je redemanderai toutes les histoires personnelles des gens parce que j'ai envie de les connaître. La deuxième chose... la deuxième... Et d'ailleurs, une autre anecdote sur ce sujet. Un jour, il y a eu une intervention c'était au moment du désormais fameux débat sur l'identité nationale. Dans cette salle, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, il y a un jeune brillant, tonique et sachant qu'il parlait bien le parler banlieue et showman extraordinaire qui a fait un numéro et qui a dit justement « Je ne veux plus jamais qu'on me demande de quelle origine je suis français, etc. etc. » Il a été applaudi à tout rompre dans la salle. Moi, je me suis mordu les lèvres parce que je n'osais pas trop dire des choses. Très bien. Et j'ai beaucoup ri. À la sortie, comme on va le faire dans quelques minutes, il y avait un cocktail et il y avait deux jeunes femmes noires, métisses, je ne sais plus exactement. Elles sont allées là-bas à 20 mètres. Il y en a une qui a dit... et j'avais noté qu'elles avaient applaudi frénétiquement. Et il y en a une qui a dit à l'autre, sénégalaise? Non, camerounaise. Je me suis dit, génial, c'était très drôle comme situation. Bon, j'en finis avec cette anecdote. Une question de fond. J'ai entendu, parce que votre remarque sur assimilation, à la suite de la question de monsieur, était très intéressante. Mais alors du coup, je ne comprends plus ce que vous avez dit à propos du Premier ministre turc. Parce que le Premier ministre turc, enfin moi je ne l'ai pas entendu, je me souviens simplement de la dépêche AFP. Il a dit quelque chose qui m'a troublé. Il a dit au fond aux Turcs de France, prenez la nationalité française, mais intégrez-vous, mais refusez l'assimilation, parlez le turc et utilisez la nationalité française pour promouvoir l'identité et la langue turque. Et moi, et vous dites, il a raison. Moi, ça m'a troublé. Et j'ai vu dans un de vos écrits, et ça faisait référence, puisque chacun raconte son histoire personnelle, vous dites un truc, une chose, pardon, excusez-moi, qui est très juste. Vous dites, ceux qui sont nés français à l'étranger ne se sentent pas nécessairement obligés de prendre la nationalité du pays et les valeurs du pays. C'est mon cas. J'ai passé mes 17 premières années au Maroc. Je suis très attaché au Maroc, mais je savais que j'étais français, je voulais rester français et je n'ai pas cherché à prendre la nationalité marocaine. Donc pour les étrangers qui vivent en France et qui cherchent ou qui veulent rester étrangers, condition qu'ils respectent les lois de la République comme nous respections les lois du royaume marocain en la circonstance, je comprends. Mais alors là où je ne comprends plus, en revanche, c'est quand vous adhérez sur la partie assimilation, que vous avez appelée intégration. L'idée quand même de la République française, c'est qu'on devient français en voulant adhérer au code de valeurs de la République française, à l'ensemble de ses valeurs, à l'ensemble de ses lois, etc. Et dire, prenez la nationalité, ne vous assimilez pas au sens que vous l'avez dit d'ailleurs, parce que nul ne demande d'oublier ses origines. L'idée d'assimilation, c'est théoriquement une hiérarchie d'appartenance. Je suis d'abord français, parce que j'ai voulu l'être, parce que je veux adhérer à la nationalité française, mais derrière, rien ni personne ne m'oblige
de nier mon histoire personnelle, ce que je suis, les cultures dont je suis issu, les valeurs dont je suis issu. Alors, parce que moi, je n'ai pas respecté ce que je voulais que vous demandiez aux autres, c'est-à-dire d'être bref, je finis donc quand même sur une question, et je ne conclurai pas, si ce n'est que vous avez compris que comme le veut la tradition, ensuite on bascule dans la salle d'à côté, et vous avez le droit exceptionnellement de vous demander vos origines, puisque je l'ai souhaité. Ma question, c'est pourquoi, au regard de ce que vous dites, vous avez adhéré aux propos supposés, puisqu'encore une fois, je n'y étais pas, ce sont les propos issus d'une dépêche du Premier ministre turc. Je ne comprends pas la contradiction. Je n'adhère pas à tout ce qu'a dit le Premier ministre turc. Je dis simplement qu'il met en évidence que l'intégration ne va pas de soi. Alors qu'il demande aux gens de prendre la nationalité du pays d'accueil pour qu'ils militent pour la Turquie, mais monsieur le ministre, il ne faut pas être naïf. Si on vous donne cette possibilité, qu'est-ce que la citoyenneté? C'est devenir architecte du projet politique collectif. Nous avons en face de nous un problème qui est le suivant, c'est que nous ne sommes plus face à un problème de migration, comme le rappelait Madame au début du siècle dernier, nous sommes face à des phénomènes de diaspora. Et le Premier ministre turc, qui peut lui en vouloir? Chacun réfléchit en fonction des intérêts de son propre pays. Nous sommes là sur la scène géopolitique. Son intérêt, c'est que le maximum de Turcs prennent la nationalité des pays européens où ils se trouvent, et qu'ensuite, avec ce statut d'architecte du projet collectif, ou même au sein de ministères, et on le sait, même en France, il y a des personnes qui sont même très haut placées, qui travaillent, qui réservent beaucoup de leur temps à travailler pour leur pays d'origine. On accepte certaines choses qu'on n'accepterait pas de ressortissants américains, par exemple. Et là, c'est encore lié à l'histoire de France. Donc, le Premier ministre Erdogan est dans une attitude stratège. Pourquoi se priverait-il de ça alors que l'Europe le permet? Et effectivement, il a reçu un certain nombre, même plusieurs milliers de ses ressortissants qui sont à certains postes pour leur demander, là où ils sont, de travailler pour la Turquie. Mais pourquoi? Moi, je vois pas l'inverse. Lorsque vous dites il a raison, vous voulez dire c'est la stratégie. Il a raison dans la stratégie que vous venez de décrire. Mais je croyais que vous vous placiez du côté des valeurs que vous professez en disant il a raison, c'est comme ça qu'il faudrait faire l'intégration. Ah non, pas du tout. Il met simplement en évidence le fait que prendre la nationalité d'un pays ne signifie absolument pas aujourd'hui, avec la modification de l'immigration liée à ce que j'ai dit, les conditions ont changé, les personnes ne placent plus leur projet dans un non-retour au pays d'origine, n'inscrivent plus forcément leurs descendants dans le projet du pays d'accueil. C'est à la limite, les pays d'accueil n'ont qu'à s'en vouloir à eux-mêmes s'ils sont d'une naïveté absolue sur la scène internationale. Moi, je suis dans une association de géopolitique, donc je travaille sur ces questions. Mais c'est d'une naïveté considérable et ça aura probablement un impact. Alors les gens voient que l'aspect positif, le fait que ça va renforcer la coopération entre les pays. Je ne sais pas ce que l'avenir dira, mais bon, je pense qu'à l'international, il faut être un minimum, enfin, il ne faut pas être naïf, comme le sont les pays européens, il me semble. Sur l'intégration, oui, moi je le dis, d'ailleurs Claudine Attias le dit, elle a fait une étude qui est extrêmement riche parce que c'est plusieurs milliers de familles, et elle dit les gens issus de l'immigration prennent la nationalité et dans leur esprit, il n'y a strictement aucune liaison entre les papiers d'identité et l'identité de la terre d'accueil. Tout est là. Tout est là. Il faut absolument revenir à une définition des concepts. Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Nous sommes là, la situation a changé, c'est tout à fait rationnel, si on se place du point de vue de la personne qui arrive, qui sort de la misère, de prendre les papiers qu'on lui donne, dans la mesure où pour lui, parce qu'il y a un décalage complet, pour lui c'est la garantie que les droits qu'il aura acquis, c'est-à-dire les droits d'échapper à la misère, sont éternels. Vous le traduisez, il va devenir architecte du projet politique collectif, il va partager les mêmes valeurs, et ensuite il dira surtout pas à sa fille de mettre la burqa. Excusez-moi, mais là, on est dans deux mondes complètement différents, et là, le plus grand risque qui est en train de se produire, c'est qu'il y a un divorce complet des élites dirigeantes avec leur peuple, c'est-à-dire que le peuple a compris qu'il se passait quelque chose de dangereux qui peut remettre en cause l'intégration de ceux qui sont déjà intégrés, parce que, mettez-vous à la place des gens, la difficulté dans laquelle sont les sociétés européennes à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on les empêche de dire quelle est leur identité, c'est-à-dire comment elle se décline au quotidien, parce que l'identité, c'est pas que la théorie.
au quotidien, quand vous êtes porteur de telles valeurs, vous allez vous comporter de telle manière et transmettre un certain nombre de codes comportementaux à vos enfants. Et le peuple est là et observe et se dit, mais je ne comprends pas, là, on me dit que ça c'est de mon identité, moi je ne reconnais pas, non, je ne veux pas, j'accepte pas. Et donc ce qui risque de se passer, et ça c'est quelque chose auquel nous devons être vigilants, c'est qu'à chaque fois sur des questions très délicates, il faut que le centre de décision soit le plus haut possible. C'est-à-dire pour éviter que ce soit les citoyens qui en viennent aux mains sur le terrain. Moi j'écoutais récemment un député maire qui disait, oui, pourquoi est-ce qu'on a parlé de la burqa? Ça stigmatise les musulmans, etc. Bon, mais c'est eux qui se sentent stigmatisés, parce que d'un côté ils disent la burqa c'est pas musulman, après ils sont stigmatisés. Bon, un peu de cohérence ne ferait nuire à personne. Et il disait, il faut pas de loi, il faut laisser les citoyens se débrouiller tout seuls. Quand ils voient une femme avec une burqa, ils vont lui dire tu me parles pas, je te parle pas, etc. Mais si on a envie que les gens viennent à se disputer entre eux et qu'on ruine le vivre ensemble qu'il faut absolument développer, voilà, décentralisons les centres de décision. Je pense qu'au contraire, comme sur la loi sur le voile, c'était très bien que ce ne soit pas les chefs d'établissement qui gèrent cette histoire, parce qu'ils vont avoir une pression sur eux, ça va polluer l'ambiance de l'école et empêcher les élèves de faire ce qu'on leur demande et qui font plus dans certains quartiers, d'assumer leur rôle d'élève. On leur demande rien d'autre. Il y a une hiérarchie dans l'école, et ça je rejoins Luc Ferry sur les questions des pédagogues. Non, l'enfant ne possède pas les savoirs en lui, c'est l'enseignant qui les possède et qui a la responsabilité de lui transmettre. Et s'il y a un chantier à ouvrir, que l'Institut Montaigne ouvre sur l'école primaire, il faut que nous le menions, c'est de refaire en sorte que ce sont les savoirs qui soient au centre du système et certainement pas l'élève. Voilà. Bon, en tout cas, nous avons entendu une voix sincère et convaincue. Maintenant, il vous reste à la lire. Et merci, Malika.